Ce gars qui veut être sur cette scène un jour. Et maintenant, nous allons applaudir encore plus Alex et Moritz qui vont nous parler de se débarrasser des armes nucléaires. Merci beaucoup. Merci. Merci à tout le monde d'être avec nous aujourd'hui. Je suis Alex, c'est Maurice. Et nous allons parler d'armes nucléaires. Moritz et moi, mais aussi nos collègues de Princeton, nous passons tout notre temps en train d'essayer de nous en débarrasser. Mais jusqu'ici, on n'a pas fait un progrès très sensible, surtout ces derniers temps. En 2017, c'était une année dure. Mais dans ce business, c'est à long terme. Il faut continuer et il faut être prêt s'il y a des nouvelles opportunités qui s'ouvrent pour faire la confiance, pour construire de la confiance et pour désarmer, pour faire des initiatives de désarmement. Donc pour cette conférence, ce qui est important, c'est que toutes les nouvelles initiatives pour avancer la cause de réduire l'arsenal nucléaire doivent se baser sur de la vérification robuste, des mécanismes robustes de vérification. Comme nous allons voir aujourd'hui, la vérification doit se baser sur des mesures de radiation vérifiables. Après 25 ans de recherche et de développement dans ce domaine, aucune technologie n'a réussi à décrocher le pompon. Mais c'était juste un manque de confiance dans l'électronique qui était utilisé pour ces applications. Donc, Maurice et moi, on a réfléchi. On a des plateformes d'ordinateurs rétro qui peuvent être une nouvelle réponse pour donner une réponse à ce défi. Et donc nous avons amené du matériel et nous espérons que dans quelques minutes nous pourrons faire une démonstration. Mais avant, laissez-moi juste rapidement vous faire un résumé de la situation actuelle avec les armes nucléaires. Donc il y a à peu près 50 000 armes nucléaires de nos jours. À peu près 90% sont aux États-Unis et la Russie. Et puis, vous avez 7 autres États dans le monde qui ont des armes nucléaires. Donc, ces nombres n'ont pas beaucoup réduit dans les derniers 15-20 ans. Et par tout standard, c'est un nombre énorme. Donc cette année, nouvelle chose cette année, en Corée du Nord, leur dernier test en septembre, la Corée du Nord, pour la première fois, a conduit un très large test, 250 000 tonnes de TNT, un équivalent à 250 kilotonnes de TNT, et c'était en 2 phases un thermonucléaire. Et donc, c'était quand même assez significant parce que la Corée du Nord a testé seulement 5-6 armes nucléaires avant ça, et maintenant, il a certainement une capacité nucléaire incroyable. Et aussi la façon de délivrer ces armes. On l'appelle la cacahuète à cause de cette forme caractéristique, et avec une première et une seconde partie. Donc, pour ne pas perdre de temps, je ne vais pas vous donner toutes les conséquences globales de la prolifération nucléaire, même limitées. Même limitées, les conséquences sont très très graves, comme vous l'imaginez. Et personnellement, je crois que même une seule explosion nucléaire dans une cité, dans une ville importante, serait la fin du monde tel que nous le connaissons, et pas de façon positive. Bien sûr, avec 250 kilotonnes d'une explosion, vous pouvez effacer une ville entière. Donc, ces derniers temps, il y a eu un petit peu de parlotte un peu décousue à Washington de la part de Trump sur le carré du Nord. Et c'était assez dérangeant. Et j'ai bien peur qu'il y aura encore plus de ce genre de choses en 2018. Et ce tweet qui résume la situation, on ne peut pas perdre l'élection de 2020 s'il n'y a pas d'élection de 2020.
Donc, il y a quand même eu des choses positives, des développements positifs cette année. Par exemple, cet été, 122 nations aux Nations Unies à New York ont négocié un traité d'interdiction des armes nucléaires qui met les armes nucléaires pour la première fois dans la même catégorie que les armes biologiques, les armes chimiques, les munitions en cluster et ce genre de choses. Donc, pour des raisons évidentes, les nations armées n'ont pas participé à ces négociations. Mais l'idée, c'est qu'ils vont venir ensuite, ils vont rejoindre les autres. Donc, je suis citoyen d'Allemagne, comme Moritz. Donc, il faut dire que l'Allemagne a voté contre cette résolution en 2016. Et puis, ils ont commencé, quand ils ont commencé les négociations, donc je ne veux pas être trop... Je pense que c'est une erreur. Ce serait la bonne chose à faire pour l'Allemagne de rejoindre ce traité. Ce ne serait pas très difficile non plus pour l'Allemagne de faire cela. Et vous savez, juste pour clore le sujet, un peu plus tôt de ce mois-ci, c'est quand même un truc important. Il y a eu une campagne nationale pour abolir les armes nucléaires qui ont eu le prix Nobel de la paix, donc pour faciliter les négociations. Donc on peut voir quelques-unes des personnes clés qui étaient impliquées pour rendre cela possible. Donc c'est vraiment quelque chose, c'est un highlight de cette année. Donc retournons à notre sujet. Qu'est-ce qu'il faut donc vérifier? Donc ils ont déjà mentionné qu'il est vraiment critique d'avoir des mécanismes de vérification mis en place. Mais pour le traité d'interdiction, quand on vérifie les nombres, et les Nations Unies ont dit un traité d'interdiction ne peut pas être vérifié, ce qui est faux. Mais les gens prennent ça très au sérieux, cette vérification. Donc, pour illustrer de quoi il s'agit, on a cette image. Donc, avec les États qui ont des armes nucléaires, donc ils ont des équipements nucléaires, parfois civils. Donc, vous pouvez les trouver dans d'autres pays, des réacteurs électriques. Et certains sont militaires et ils sont bleus sur le dessin. Donc, la plus grande différence entre l'État armé et l'État non armé, c'est que l'État armé a des armes nucléaires et puis qu'il se déplace dans les différents complexes. Donc, ce qu'on essaie de faire, c'est de confirmer certaines contraintes sur ces armes, limite sur le nombre, donc le nombre serait idéalement 0, et puis il y a des défis importants qu'il faut résoudre quand on essaye de vérifier ce genre de traité, et je les ai surlignés sur ce schéma, parce que si on parle de cela, on peut parler de plusieurs choses, mais aujourd'hui une chose en particulier que l'on considère peut-être la plus difficile et la plus complexe à prendre en compte, c'est confirmer l'authenticité des armes nucléaires. Donc, en un sens, le scénario, c'est que la personne en face, les Russes ou quoi, ils disent voilà, on a des armes nucléaires, on veut des crédits pour s'en être débarrassé. Donc on a cette réduction et on veut que ce soit pris en compte. Et comment est-ce que vous êtes sûr que ce qu'ils vous donnent, c'est vraiment des armes nucléaires? Donc ça, c'est le challenge. Et c'est ce que nous allons essayer de résoudre aujourd'hui avec des ordinateurs rétro, une vérification rétro. Donc comment on fait ça? La première chose, on a besoin de savoir, la chose la plus importante, c'est que toute arme nucléaire contient du matériel explosif nucléaire. Et il y a des nombres ici que j'ai mis sur l'écran. Donc il y a 3 à 4 kilos de plutonium, typiquement. C'est suffisant. C'est à peu près cette taille-là. C'est ce qu'il y a dans une arme nucléaire typique, dans une tête nucléaire. C'est ce qu'on m'a dit, du moins. Et quoi d'autre que... Voilà, le principal, c'est que ce plutonium ou cet uranium enrichi sont radioactifs. Et donc, on va utiliser cette information pour détecter
détectées à distance. Donc le problème, c'est vous avez des radiations uniques, en fait, mais elles sont très très sensibles, elles ne peuvent pas être révélées à des inspecteurs. La seule exception possible, vous le voyez ici, ce sont des scientifiques américains, quelques-uns de nos collègues à Princeton, entre autres, qui sont allés à la mer Noire en 89 et qui ont fait une mesure sur les armes russes. Ils ont publié le spectre dans le magazine Science. Et donc voilà, en fait, on peut apprendre pas mal de choses de ce spectre. Donc, après cet exercice, les États armés ont conclu on ne peut pas faire cela, c'était une mauvaise idée de faire comme ça. Donc, quelques nouveaux concepts ont été développés et nous avons implémenté l'un d'eux dans cette boîte que vous voyez là. Donc, la première, c'est, d'accord, je ne peux pas vous montrer le spectre que vous venez de voir, donc il faut qu'on le fasse autrement. La première idée, c'est l'approche des attributs. Donc, on ne peut pas regarder cette arme, ce composant qui est dans un conteneur, mais on peut être d'accord sur certains attributs. On peut s'accorder sur des attributs. Donc, on se rassemble avec les Russes, on dit, bon, vous avez du plutonium, ok, c'est un attribut. Et puis l'autre côté va dire, oui, c'est vrai. Donc, on peut confirmer qu'il y a du plutonium dans ce conteneur. Peut-être qu'il y a une masse minimum, plus d'1 kilo. Et puis donc, on peut mesurer avec des mesures de radiation, ok, plus d'1 kilobyte, plus d'1 kilo. Donc, même la géométrie sur la taille, on peut détecter avec l'équipement de détection de radiation. Donc, en fait, on fait une liste d'attributs, c'est une approche. On l'aime pas trop, mais c'est évident qu'on peut tricher là-dessus. Parce que si le seuil est 1 kilo, j'ai juste besoin de donner 1 kilo 1 et ça passe, le test. Donc, c'est une façon de faire. Une autre façon, c'est pour cette expérience, c'est l'approche par des modèles. Donc voilà, on a un modèle référence et on l'enregistre d'une certaine façon. Et puis, quand l'autre côté se pointe avec un autre objet, on compare les deux signatures l'une avec l'autre et si elles sont identiques, on dit d'accord, on accepte. Si j'accepte le premier, j'accepterai le second. Donc ça, c'est l'approche avec un modèle que nous allons faire dans un moment. Dans les deux cas, ce que l'on fait, on a des informations sensibles que l'on acquiert. Donc, ce qu'on a besoin, c'est une troisième idée, une barrière d'information. Donc, c'est un équipement électronique qui fait et qui montre des lumières rouges et jaunes. C'est bon, c'est pas bon, go, pas go. Donc, je ne vais pas vous montrer le spectre de cela. Qu'il ne montre pas le spectre, mais qui dit c'est bon ou c'est pas bon. Donc, retournons. Pourquoi est-ce que c'est difficile? Comment est-ce que les deux parties, l'inspecteur et le pays, faire confiance à la technologie en même temps? Donc, le pays se fait du souci que ces secrets vont être divulgués et l'inspecteur est inquiet que la machine ne va pas faire quoi que ce soit d'intéressant et va juste montrer le résultat avec une lumière verte parce qu'il y a une pile qui est connectée à ça. C'est ce qu'a dit l'expert russe. C'est ce qu'a dit l'expert russe. Ouais, vous avez des machines qui font quelque chose et je ne peux pas savoir si ça génère vraiment une information. Donc c'est le point où on en est en ce moment et c'est l'état de la technologie en ce moment. Donc je vais finir ce sujet et puis on va partir sur la démo. Pourquoi est-ce que c'est difficile? Donc déjà, et c'est quelque chose de très rare pour un physicien expérimental de ne pas savoir ce qu'il regarde. On ne peut pas révéler ce qu'il y a dans la boîte dans ce cas-là. Il y a de l'information qui parfois peut être partagée à l'avance, mais on ne veut pas apprendre de nouvelles informations pendant l'inspection. La deuxième partie, c'est on a parlé des États-Unis, de la Russie, la Chine aussi et les autres. Et dans ces cas-là, on considère que l'adversaire a des ressources qui sont de facto infinies. Les moyens de l'autre pour
défaire ou décevoir vos systèmes sont très importants. À propos, les États-Unis, à l'heure actuelle, sont en train de remettre à jour une arme en particulier, la B61.12, et remettre à jour cette arme, une seule arme, coûte 30 millions de dollars. C'est plus que le prix d'un poids équivalent en or. Donc, ils dépensent ce genre d'argent pour une unique arme, une seule bombe. Vous imaginez l'argent qu'ils pourraient dépenser pour tromper des systèmes, pour faire passer des fausses armes nucléaires comme des vraies ou vice-versa. Et donc, ensuite, une des choses les plus difficiles, et peut-être un petit peu les plus ironiques là-dedans, c'est que l'hôte, le pays qui a les armes nucléaires, c'est le dernier groupe qui a accès au système de mesure. C'est-à-dire qu'eux prennent le système de mesure et ils l'emmènent quelque part et on ne voit pas ce qu'ils font avec. Et les inspecteurs n'ont pas accès à ce système après la mesure. Ils ont accès qu'aux résultats, mais pas au système lui-même. Donc, ça, c'est des raisons pour lesquelles ces inspections sont extrêmement difficiles, et c'est pour ça qu'on aimerait fournir des alternatives avec des technologies rétro. Et maintenant, je vais passer la scène à Moritz. Voilà. Alors, comme on l'a vu, c'est un problème difficile. Et si on regarde aux gens si on regarde qui est-ce qui construit des systèmes comme ça, il y a moins d'une dizaine de systèmes qui ont été faits. Et ça, on parle de 35 ans de développement pour faire moins de systèmes. Donc, je vais en présenter 3. Ensuite, je vais présenter celui que nous, on a créé. Le premier s'appelle TRIS pour système d'identification des radiations vérifiables. Ça, c'est développé par les Sandia National Laboratories autour de l'année 2000. Et ce que ça fait, c'est que ça prend un échantillon et ça le compare à une signature connue. Donc, il y a un détecteur d'iodide de sodium et ça fonctionne, c'est très simple, ça prend une batterie, toute petite batterie, juste 12 volts. Et là-dedans, il y a ce qu'on appelle un processeur vérifiable. En fait, c'est 2 processeurs. Là, c'est pas juste une lampe qui s'allume en vert, mais bon, il y a un petit écran et un clavier. Et avec cet écran, vous pouvez voir le résultat du calcul. La petite chose que vous voyez à gauche, c'est ce qu'on appelle le bouton I. Et on peut accrocher à ça des mémoires pluggables pour les signatures. Ce qu'on aime bien avec ce système, c'est que c'est un système très simple à mettre en place. C'est passif, c'est des mesures à basse résolution, donc on ne génère pas plus d'informations qu'on ne voudrait pas donner à des tierces parties. Il y a aussi un système assez simple, c'est-à-dire que c'est facile de voir si le système a été ouvert. Il y a cette boîte en métal. À l'intérieur de cette boîte en métal, c'est divisé en 2 parties par des grosses plaques en métal. L'un est appelé le côté clair, l'autre le côté obscur. Et il y a juste 3 petits trous entre les deux et la communication est entièrement optique. Ils sont complètement isolés électriquement. Le côté noir s'occupe de classifier les données et le côté clair s'occupe du clavier et de l'écran qu'on a vu. Et une autre chose importante, c'est que ça permet de faire des mesures pour vérifier si quelqu'un a ouvert cette boîte en métal. La troisième chose qu'on aime bien, c'est que c'est une approche qui est plutôt rapide. La mesure prend entre 30 et 60 secondes. Ensuite, on prend le spectre, on le condense en seulement 16 nombres. Et uniquement ces 16 nombres sont utilisés pour comparer la signature à une signature de référence par un simple test statistique. Il y a aussi, par contre, des choses qu'on n'aime pas là-dedans. Une chose qu'on n'aime pas, c'est que ça utilise un matériel assez complexe et plutôt fermé. Ça utilise un PC104 qui est fait par Windsystem avec un processeur 586, mais il y a aussi dedans un FPGA. Le processeur fait à peu près 4 millions de transistors qui sont très difficiles à vérifier. Et il y en a un côté noir et un côté clair. Une autre chose qu'on n'aime pas, c'est que le système est construit uniquement par un des pays qui possède des armes nucléaires, en l'occurrence les États-Unis. Un des buts dedans, c'est que évidemment les informations ne soient pas disséminées. C'est même un de leurs buts principaux et c'est ce qu'ils disaient. Mais c'était très difficile pour eux de prouver à d'autres pays que le système allait fonctionner comme prévu. Un deuxième système qu'on va voir, c'est un système qui est plus récent. Il a été fait par le Royaume-Uni, qui est une puissance nucléaire, et par la Norvège, qui n'en est pas une. Et ils se sont réunis ensemble
Et ils ont fait deux choses. La première, c'est qu'ils ont simulé le désarmement nucléaire. Donc, ils ont fait du jeu de rôle dans lequel ils pouvaient mesurer. Donc, ce n'était pas des vraies têtes nucléaires, c'était des fausses, mais ils utilisaient les procédures. Et la deuxième chose qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont construit une barrière d'information. Donc voilà à quoi ça ressemble. Ça, c'est la troisième génération, mais ils en ont fait deux avant ça. Une construite par le Royaume-Uni, une construite par la Norvège. Et les buts qu'ils avaient, il y en avait plusieurs. Premièrement, c'était de faire un système aussi simple que possible, d'utiliser du matériel standard, du matériel qu'on pouvait trouver facilement. Et ils voulaient que ce soit modulaire. Vous pouvez voir que c'est divisé pas seulement par géométrie, mais aussi par couleur entre les cartes numériques, les cartes analogues, les cartes faible puissance, les cartes haute puissance. Ils voulaient que ça marche sur une batterie pour que ça ne soit pas dépendant d'une alimentation externe. Et ils voulaient que ce soit très robuste, très simple à utiliser et que ce soit très clair quand on l'utilise. Et donc, ils en sont arrivés à avoir ces trois boutons et les lampes au milieu que vous voyez sont vertes, celles à droite sont rouges, et comme ça vous savez facilement si la signature est valide ou non. Alors, ils voulaient utiliser, ils n'ont pas utilisé cette méthode par modèle, ils ont utilisé cette méthode par attribut. Et donc ils ont créé ce système qui lui peut mesurer les radiations d'une arme nucléaire, et il cherche le rapport entre deux isotopes, plutonium-239 et plutonium-240. Si le rapport entre ces deux quantités est bonne, la lumière sera verte. Donc il y a des choses qu'on aime bien à propos de ça. C'est très simple à utiliser. Il y a très peu de boutons. C'est des appareils qui peuvent faire des choses assez complexes, mais on veut que dans cette situation, ça peut être très pratique d'avoir des choses très simples et tout le monde comprend comment les utiliser. Ces machines sont très bien documentées. On a accès au schéma. Ça a pris un petit moment, mais maintenant c'est publié. Et on a appris beaucoup à partir de ça sur comment faire ces choses-là. Une autre chose qu'on aime beaucoup, c'est que c'est un effort conjoint entre une puissance nucléaire, mais aussi une puissance qui n'est pas un pays qui n'est pas une puissance nucléaire. Et une chose qu'on a fait aussi, c'est qu'on a pu analyser les problèmes qu'ils avaient là-dedans. Dans les choses qu'on aime moins, premièrement, c'est basé sur l'approche des attributs. Ça, c'est quelque chose qui est plus difficile, puisqu'il faut non seulement s'assurer que les choses sont égales, mais aussi identifier tout le reste. Donc ici, ils utilisent un détecteur à haute purité de germanium qui sert à détecter aussi les rayons gamma. Donc ça, c'est difficile à opérer. Il faut que ce soit refroidi par azote liquide. Il faut un algorithme très complexe pour analyser si oui ou non il y a du plutonium présent. Et ils ont le même problème dont on a parlé tout à l'heure. Ils utilisent aussi du matériel fermé. Ils utilisent un processeur fermé. Dans ce cas, ils sont limités quand même à des processeurs assez simples, à un Atmega 2560 et un Aptiny 13A. C'est des systèmes très simples. L'Aptiny 13A, c'est sur la carte analogue et ils l'utilisent d'après eux uniquement pour des questions de timing précis. Mais pour nous, c'était quelque chose qui nous a un peu surpris et ça nous a un petit peu chiffonné de voir ça parce qu'on ne s'attendait pas à voir un microcontrôleur sur une carte qui gère des données uniquement analogiques. Et puis ces deux processeurs ont de la mémoire flash dans laquelle on pourra mettre d'autres choses ou on pourrait stocker des informations pour des fuites plus tard. La troisième chose qu'on a présentée, c'est cette information IBX, barrière d'information expérimentale. C'est nous qui l'avons construit, alors on a pris du coup ce premier l'information barrière, la barrière d'information qu'on a vue avant, parce que c'est un bon système. Donc on prend trois modèles et on mesure un objet, et puis on voit si c'est un de ces trois modèles. Et puis ça utilise le sodium comme système. Donc c'est comme ça à l'intérieur. On a essayé de faire ça de façon transparente et puis pas cher aussi. Enfin, pas cher, entre guillemets, donc moins de $1000. Donc, à gauche, il y a un ordinateur et il y a une platine custom. Donc, quand on mesure quelque chose, et nous avons eu les mêmes problèmes
qu'en utilisant une chip complexe. On a utilisé le RED Pitaya qui a un input analogue et qu'on utilise pour récupérer des données, mais on peut faire ça seulement si on a un FPGA parce que c'est 14 bits qui doivent être travaillés très rapidement. Donc on a un stack Linux pour faire tout cela. Donc ensuite, on a regardé encore un peu ce qu'on pouvait faire et on a vu, est-ce qu'on peut faire la même chose avec de la vieille hardware? Et donc, c'est la vérification rétro. Donc, pourquoi est-ce qu'on fait ça? On prend le mieux de toutes les options et on essaie de faire de la confiance par la simplicité et par l'obsolescence. Donc, on utilise un système simple de détection. Donc, c'est disponible de façon assez large. Et puis, on utilise une plateforme rétro, dans ce cas, un Apple II, qui est relativement vieux, qui a été reverse engineeré, même si ça a été publié, pas partout, mais il y a quand même beaucoup de formation sur le reverse engineering, donc c'est quasi open source. Et puis c'est vraiment très peu vraisemblable que quelqu'un ait mis un backdoor il y a 40 ans pour les clés qui peuvent être utilisées aujourd'hui pour vérifier des systèmes nucléaires. Donc c'est pas très vraisemblable. Donc c'est pour ça aussi qu'on veut utiliser ça. Et puis on voudrait utiliser l'option à même ta propre barrière d'information. Donc, les puissances nucléaires et les inspecteurs pourraient aller ensemble sur eBay et acheter un appareil et l'utiliser. Et donc, le processeur à l'intérieur, c'est le 6502. C'est quelque chose qu'on aime beaucoup. Il a peu de transistors. Il a moins de transistors qu'il y a d'armes nucléaires, ce que nous espérons de changer. Et puis, il est tacté à 1 MHz, il a 56 instructions. Mais il y a encore beaucoup de ces appareils qui existent. Donc, il y en a eu des milliards qui ont été faits. Et puis, entre 1975 et puis il n'y a pas longtemps. Donc voilà, on avait ces 5 chips pour s'amuser, pour tester. Et puis il y en a dans ces machines aussi que vous voyez dans les salles de jeu. Donc ces petits gamins, ils testent nos processeurs de vérification, s'ils marchent bien ou pas bien. Et puis ils sont aussi dans les Apple II, qui a 40 ans maintenant. Cet ordinateur est plus vieux que moi. Et c'était marrant de développer un logiciel de mesurement de radiation avec ça. Bon, pourquoi on a utilisé ça? Si vous voyez Apple maintenant, quel est le bénéfice d'utiliser ça avec un Apple, d'utiliser un Apple? Mais quand ça a été développé, c'était la dernière fois que l'hackabilité d'un système a gagné dans la politique d'une entreprise contre la user experience. Donc, le premier ordinateur qui est venu pour le grand public, les deux Steve Jobs et Steve Wozniak se sont disputés. Donc, combien de slots d'extension ils vont mettre dans l'appareil? Donc, Wozniak voulait 8 slots pour faire tout ce qu'on veut, mettre des cartes, brancher des trucs, vérifier ce qu'on veut, peut-être même des têtes nucléaires. Et Jobs a dit non, il en faut 2, un pour l'imprimante et un pour le modem, et ça suffit. Et les gens n'ont pas besoin de plus. Donc on est content que Wozniak ait gagné, parce que comme vous pouvez le voir sur la platine, et bien ça c'est la platine d'un Apple II qui est un tout petit peu plus avancé que le Apple II. Et bien dans ce cas, j'ai oublié l'année, mais vraisemblablement 82. Donc c'est une platine de 82 et c'est ce que nous avons là sur la table aussi. Eh bien il y a ces 8 ports d'expansion et donc il y a un processeur standard 6502, il y a le RAM, le ROM pour commencer d'utiliser sans construire notre propre ordinateur. Donc on va mettre tout ça ensemble et on va faire les mêmes mesures, mais c'est quand même plus simple que de développer nos propres cartes. Et avec ça, il est temps de passer à la démo. J'espère que ça va marcher, nous allons voir. Est-ce que vous pouvez allumer la vidéo? Voilà, j'allume la vidéo. La disquette n'est pas insérée. Regardez, j'ai une floppy qui manquait. Ah, c'est vintage, hein?
OK. Donc voilà. Donc, déjà, on va détecter le voltage. Le détecteur a besoin de 1000 volts. Et puis, en plus, il va vous montrer tous les détails de la platine. Donc, ça y est, il est allumé et on peut avoir le premier modèle, le modèle de spectre. Donc, un ami de Bochum nous a amené une petite source de calibration que nous pouvons mettre en face du détecteur. Donc, on va avoir un signal et nous analysons le modèle. Et voilà, c'est le spectre. Bien sûr, c'est quelque chose qui normalement doit être classifié, mais c'est plus intéressant de le montrer là. Donc ça, c'est une source de cobalt 64 de cobalt 60, pardon. Donc si vous aimez les sources radioactives, les gens aiment le cobalt parce qu'il a ces deux pics que l'on peut voir et ça aide vraiment à comprendre la sensitivité de la résolution. La granularité de la résolution. Donc ça va aller jusqu'à 17. Et puis on va retourner à la présentation et on va laisser ça en arrière-plan. Ça va durer 17 minutes ou 17 secondes, je n'ai pas compris. Voilà. Il y a un problème, le détecteur a besoin de chauffer un peu. Donc il faut qu'on attende 5 minutes pour stabiliser le voltage. Donc on va voir comment ça marche de la vérification dans quelques minutes. Donc retournons à la présentation. Donc qu'est-ce qui se passe ? Donc, rapide, une petite explication physique rapide. On a des rayons gamma qui viennent de cette source. C'est une source de radiation et les rayons gamma tapent un cristal de scintillation. C'est ce truc brillant bleu. C'est du matériel qui absorbe les rayons gamma des radiations, de la source radiation et qui émet d'autres photons, des photons qui sont plus comme une source de lumière. Et il émet 38 000 photons pour un seul rayon gamma avec l'énergie d'un MeV. Et c'est pointe à 1,2 MeV. Et j'oublie l'autre, mais un peu plus de buffer sur ça. Donc tous ces photons sont émis dans le cristal et puis ils tapent sur la fin du cristal et puis ils produisent des électrons. Et ces électrons, ils sont amplifiés par la photomultiplication de tubes et ce tube accélère ces photons et puis il tape la courbe de surface qui s'appelle le binode et quand il tape là-dessus, ils produisent encore plus d'électrons. Et donc, à la fin des inodes, il y a un électron qui devient 10 millions d'électrons à la fin. Donc, c'est assez efficace pour les petits signaux faibles. Donc, comme nous avons vu dans la démonstration, il faut un voltage assez haut. Donc, nous avons une platine voltage haut. On a un peu triché là-dessus. On a utilisé le module CAN qui, voilà, en fait, ils ont surtacté leur voltage avec cette platine et ils expliquent les détails techniques. Voilà, on voulait jouer un petit peu avec cette électronique, donc on a utilisé ce module, mais on veut le remplacer. On a un converteur digital à analogue. Vous le voyez au milieu. Cela nous donne un V7 et ça protège le scintillateur. Et puis, nous avions besoin d'une platine pour prendre les électrons, pour récupérer les données, qui le mettent dans le connecteur PNC et qui le processe et qui le donne au converteur digital analogue. Donc, on a un board IBX qui a une grosse interface de données et puis avec de la logique de contrôle. Et puis on a aussi des LED, jaune, bleu et vert. Et puis on a décidé qu'on n'allait pas les utiliser pour le moment. Donc, dans la partie analogue de la platine, donc on a le signal qui est pré-amplifié. Ça ne veut pas dire qu'il est amplifié, mais il est devant l'amplificateur. Il prend cette charge et il la transforme en un voltage par un circuit. Et puis, vous voyez que c'est une phase où le pulse est augmenté. Puis ensuite, on différencie le signal. Et puis, comment on dit le decay,
la décomposition nucléaire est inversée et pour le voilà, ça dépend de la construction et des résistances qu'on use. On a besoin d'ajuster le signal pour que ça marche dans le range de voltage. Et ensuite, on fait de la transformation. Donc, cela montre on a besoin d'un certain temps pour cela et le signal qui monte est plus lent et donc on peut détecter cela plus facilement parce que quand ça monte rapidement et c'est la différence quand ça monte lentement. Et donc là, on détecte les pics, on détecte les phases hautes en fait. Et donc, on va aller en détail dans cela. Donc, la ligne jaune, c'est la sortie du numéro 1 de la feuille précédente. La ligne bleue, c'est ce que l'on donne à la ADC. Donc, c'est très beau parce que ça monte jusqu'au pic et ensuite, ça donne le voltage du pic et ça donne le temps que le ADC a besoin pour convertir cela. Donc, la hauteur du pic est proportionnelle à l'énergie du rayon gamma, bien sûr, ce que j'ai oublié de préciser. Donc, on garde ce voltage pour un temps et puis ensuite, on utilise le triple qui est le signal digital qui est produit par un comparateur. Donc, quand ça s'augmente au-dessus d'un certain niveau, donc, on utilise cette conversion et puis ensuite, on attend un petit peu jusqu'à ce que le signal soit plat et puis on émet le vert pour le ADC. Donc, on peut commencer la conversion. Et puis, si vous regardez bien à droite de l'image, vous voyez que le signal redescend et c'est le moment où l'ADC a fait la conversion, donc en 10-15 microsecondes. Et l'Apple II a lu l'information et l'a storée dans sa mémoire. Et ça augmente le compteur qui compte le total et qui fait de la logique. Et puis, le processus prend 60 microsecondes. Et 1 MHz, comme vous vous rappelez, et 40 microsecondes de processing, donc c'est 40 cycles de la clock. Et donc, les gens qui voient ça peuvent avoir peut-être une idée d'optimisation, mais enfin, c'est quand même un temps raisonnable. Et on était surpris à la fin avec quelle rapidité on pouvait faire des échantillons de signal. Donc, avant qu'on fasse une autre démo, on va passer sur quelque chose qu'on a appris là-dedans. Il y a beaucoup de gens dans cette salle, sûrement ici, qui ont construit des machines, des ordinateurs. Moi, à l'origine, je suis physicien. J'ai dû apprendre à construire un ordinateur. Comment est-ce qu'on fait ça? On commence par lire des livres. On peut trouver des trucs en ligne, mais moi, la première chose que j'ai fait, c'est d'aller dans une librairie et d'acheter pas mal de bouquins. Ça coûte pas très cher et ça décrit beaucoup de détails, tout ce qu'on a besoin de savoir. Ensuite, bien sûr, il faut concevoir, essayer et puis évidemment, il faut recommencer. La meilleure façon d'apprendre à faire ça, c'est de mettre ça dans une breadboard, de poser les composants et ça marchera pas. Et si ça marche pas, le mieux, c'est de recommencer. Et probablement, la deuxième fois, ça marchera un petit peu. Et vous apprendrez quelque chose et vous aurez une meilleure idée. Et quelques jours plus tard, vous aurez des choses qui commencent à marcher. Et enfin, ce qui est important, et parce que c'est ça qui va faire que vous allez rester motivé, c'est de choisir un vrai problème. Vous pouvez décider de construire un ordinateur pour contrôler votre température chez vous ou l'humidité, ou alors ça peut être pour guider des vaisseaux vers la Lune ou compter le nombre d'armes nucléaires. L'année dernière, c'était pas une super année pour moi. C'était du point de vue des armes nucléaires, il y a eu beaucoup de choses très négatives, que ce soit vis-à-vis de la politique de Trump ou de ce qui se passe en Corée du Nord. Et moi, je perdais le sommeil, donc d'avoir ce vrai problème, ça m'aidait. Donc nous, tous nos projets tournent sur un Apple II. Si par hasard vous avez encore un Apple II chez vous, vous pouvez utiliser nos projets. Vous pouvez tester le logiciel chez vous et vous pouvez aussi construire les cartes qu'on a et vous pouvez faire tourner ça même chez vous. Maintenant, retournons à la démo. Alors, donc voilà notre modèle. Donc maintenant, on peut inspecter un autre élément. Si on avait une deuxième source de radiation, on pourrait inspecter une fausse arme. Donc,
faisons une inspection. Alors là, je n'ai pas touché la source. Si vous me regardiez pendant cette présentation, moi j'ai pris un deuxième modèle en espérant que la tension se stabilise. Donc là, on refait une inspection. On n'a pas changé la tête nucléaire, façon de parler bien sûr. Donc on espère que ça va rester stable. Est-ce qu'on a une autre source de matériaux radioactifs dans la salle? Ah oui, là-bas, oui. Qui c'est qui se balade avec des sources radioactives? Alors, je peux vous dire que voyager avec des sources radioactives dans la poche, c'est pas une bonne idée. Donc, généralement, ça va être des Allemands dans la salle canon. Et bien sûr, c'est totalement sans danger. Alors, on va d'abord attendre que l'acquisition du modèle se termine. Je peux vous dire que quand vous commencez à appeler vos amis et vous leur dites hey, j'ai besoin que tu me passes des matériaux radioactifs pour l'emmener à la conférence, beaucoup de vos amis vont dire je suis désolé, mais là, je peux pas t'aider avec ce genre de truc. Mais bon, il y a quand même des gens dans cette salle qui peuvent vous aider, même au pied levé. Donc là, le code qui tourne, l'affichage est fait dans le logiciel, mais bien sûr, si on avait un détecteur pour des applications militaires, on n'afficherait pas ce graphe. Quelle taille ça fait? Ça fait à peu près 2 kilooctets pour le programme. Donc là, on fait la vérification. Passe. Ça a fonctionné. La statistique dit que c'est 0x12, ce qui est plutôt bon. Et là, j'ai une deuxième source. Je vais la mettre quelque part sur la table. Et lançons une deuxième inspection. J'appuie sur 3. Et là, vous pouvez déjà voir, si vous avez regardé à quoi ressemblaient les graphes avant, vous pouvez voir qu'ici, il y a un nouveau pic qui apparaît sur la gauche. Et donc là, ça devrait vraiment échouer, puisque le spectre est vraiment différent. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? On peut dire, on peut faire une annonce déjà. Après cette présentation, il y aura d'autres présentations, donc on va devoir quitter cette scène rapidement. Mais si vous voulez voir cet appareil, nous on sera dans la partie CCCL, on sera au premier étage, on sera installé avec notre assembly et vous êtes les bienvenus pour venir voir ce qu'on a et pour venir jouer avec. Je ne sais pas si on amènera les sources radioactives, mais au moins on aura le détecteur. Alors, juste une autre chose, parce que je vais peut-être l'oublier à la fin, parce qu'on a presque fini là. Mais une chose qu'on a fait et qu'on a vraiment montré ici, c'est un processeur 1 MHz, c'est suffisant pour faire ça. On a à peu près 2000 calculs par seconde, 2000 comptages des statistiques par seconde, ce qui est tout à fait suffisant. Et ça, c'est sur un processeur 1 MHz, c'est suffisant. Donc là, c'est terminé, j'appuie sur check et ça a échoué. Et vous pouvez voir, le X-score est très significatif. Bon, et ça, c'était fait, c'est tout codé en langage machine directement. Donc, si on revient à la présentation. Ok, donc j'avais en quelques slides ici, je vais expliquer ce que fait le code sur cette plateforme et pourquoi est-ce que c'est cool d'utiliser cette approche par modèle. Donc là, il y a un réel spectre qui est un peu plus sympa que celui qu'on a vu aujourd'hui, mais c'est à peu près la même chose. Imaginez, jaune c'est l'objet valide et blanc c'est l'objet et orange c'est l'objet invalide. Donc il y a un endroit où ils sont différents, mais sinon ils sont à peu près les mêmes. Donc la première chose qu'on fait, on divise en différents buckets. On en prend 12, mais il n'y a rien de spécial par rapport à 12. C'est juste un petit chiffre. Et puis on prend la moyenne dans ces seaux. Et donc c'est un histogramme à de basse résolution sur ce spectre de radiation. Et ensuite on compare le jaune et l'orange. Et puis on fait la statistique chi carré
pour le degré de liberté. Et ensuite, vous voyez l'équation. Donc, vous devez soustraire, multiplier la différence et puis multiplier par un autre nombre et vous le faites 12 fois. Et puis, c'est assez simple en fait. C'est assez facile à implémenter. Et puis, quand vous faites cela pour cet exemple particulier, vous avez pour un objet valide à peu près 10, la distribution. Et puis, vous définissez qu'est-ce qui est rouge, qu'est-ce qui est vert, qu'est-ce qui marche pas. Et si vous prenez l'orange, qui n'était pas vraiment différent, mais par rapport au chicaré, c'est très différent. Donc, c'est bon, vous avez soit test réussi, soit test raté. Donc, c'est assez clair et net. Donc, qu'est-ce qu'on fait à partir de là? Est-ce qu'on peut transformer ceci en un appareil pour des mesures vérifiables, peut-être avec l'aide de cette communauté ici? Donc, il y a encore quelque chose à faire. Donc, il faut vérifier le code, nettoyer le code, vérifier le hardware, le logiciel. Il y a pas mal de choses encore à faire sur les modules. Nous voulons aussi faire un package avec la platine et l'équipement dans une sorte de boîte bien robuste pour pas pouvoir le modifier. Mais la chose qui est la plus importante, et c'est vraiment un showstopper pour cette idée, c'est est-ce qu'on peut vraiment prouver que ce processeur dans ce Apple II, le 6502, est authentique et réel. Celui-là a été utilisé dans une machine Tempest qu'on a vue sur l'image. Mais est-ce qu'on peut prouver que ce processeur est un processeur authentique? Parce que si on ne peut pas le prouver, eh ben, on n'a pas vraiment de chance là. Donc la platine Apple II, c'était vraiment quelque chose que les gens ont beaucoup utilisé. Avec ce processeur 6502, il y a même une page web 6502.org. Et puis il y a beaucoup d'images de cette platine. Ils ont des simulations de transistors sur le 6502. Donc c'est assez fin comme analyse. Ce que l'on aimerait faire, c'est est-ce qu'on peut faire ça de façon sans détruire donc l'image de la chip, pour qu'on puisse confirmer l'architecture originale de la chip. Parce qu'on veut utiliser la chip. Donc si on l'analyse en la détruisant, ça ne le fait pas. Donc on espère qu'on peut utiliser le fait que cette chip, que cette puce est faite avec une technologie de 8 microns. C'est énorme comparé à ce qu'on utilise aujourd'hui. Donc il a juste 35 000 transistors, donc c'est vraiment peu par rapport aux puces actuelles. Donc il y a plusieurs options. Donc par exemple le microscope à haute résolution X-ray, rayon X. Donc on peut utiliser des techniques forensiques. Ce serait vraiment bien une preuve, peut-être des tests logiques pour confirmer l'origine, que c'est l'architecture originale de la chip. On espère qu'on peut vraiment montrer aux gens que ce 6502 est un transistor réel, est une chip réelle. Donc c'est tout. C'est tout ce que nous avons aujourd'hui. Nous avons mis en ligne sur notre vintageverification.org les codes, le hardware, notre présentation, les designs. Et puis nous serons dehors pour si vous voulez discuter avec nous. Et puis nous sommes très contents de prendre vos questions maintenant. Questions. Donc les questions. Nous avons du temps pour des questions. Donc veuillez vous approcher des microphones, levez la main et nous allons prendre la première question. Bonjour, super conférence, une question. Vous avez dit que vous avez besoin de vérifier les chips si elles sont authentiques. Est-ce que vous ne pouvez pas le faire après l'avoir utilisé pour la mesure?
et donc ensuite faire l'analyse qui détruit la chip? Alors, c'est une bonne question. Ma réponse serait plutôt non. Parce que dans ce cas-là, les problèmes, le mal est déjà fait. Il y a certaines approches où on met 10 puces sur la table, on en prend une et on détruit les 10 autres. Ça, ce serait probablement pas suffisant pour ce genre d'approche. Après, parce que le problème, c'est la fuite d'informations. Après, si on fait les analyses après, l'information a pu déjà fuir, et du coup, c'est pas intéressant de faire des inspections. Merci. Autre question. Bonjour, merci. Ma question est à propos des attaques latérales, les fuites d'informations pendant le processus. Et comment vous faites ça avec le 6502? Comment vous adressez ce problème? Donc ça, c'est une question qui nous faisait un peu peur. Alors, c'est quelque chose qu'on n'a pas entièrement résolu. De toute évidence, dans un processeur 6502, il y a beaucoup de canaux parallèles exploitables. Mais moi, le point de vue qu'on a ici, c'est que si ça peut tourner à partir d'une batterie et que c'est dans une boîte qui est blindée contre les radiations et les ondes radio, ça devrait être suffisant, puisque là, il n'y a plus vraiment de façon pour cette information. La simplicité du processeur joue beaucoup. Si vous prenez un processeur plus moderne, même un processeur relativement simple, on se rend compte, même parfois des années après, qu'en fait, il y avait des informations qui ont pu être conservées ou des backdoors. Ce qui rend le processeur 6502 sûr dans ce contexte, c'est qu'il est très simple. C'est peut-être pas sûr pour tout, mais c'est quand même plus sûr de notre point de vue. Merci. Autre question. Ce que vous avez fait la spectroscopie gamma avec de l'équipement moins cher et plus simple que d'autres personnes. Est-ce que vous avez aussi une idée où obtenir du césium ou de l'iode de sodium, du matériel en fait chimique pour faire des spectroscopies différentes à la maison? Alors, de l'iodide de sodium, vous pouvez en acheter sur eBay en ligne. C'est en vente libre. C'est même pas cher d'ailleurs. Et si vous voulez tous les cristaux et le photomultiplicateur, il faut bloquer la lumière pour garder la lumière à l'intérieur. C'est pour ça que c'est argenté brillant. Et toutes ces choses, vous pouvez les acheter sur eBay pour 10, 20, 30, 100 dollars ou euros, selon où vous les achetez. Est-ce que c'est aussi le poison au rat, sodium, l'iodide de sodium? Je suppose que non, alors j'ai pas vérifié, je sais pas. Ces détecteurs sont très simples et il y a ces détecteurs qu'on trouve vraiment partout. Vous pouvez les trouver sur eBay, vous pouvez les trouver pour vraiment pas cher. Merci. Autre question? Venez vers les microphones. Donc, est-ce que vous avez contacté, je sais pas qui, contacté qui? Ah, Wozniak. Steve Wozniak. Ah oui, Steve Wozniak. Ouais. Eh bien, alors, de toute évidence, si vous, quand on aura terminé, on espère pouvoir lui parler. Mais là, c'est quelque chose de très très récent. Je ne sais pas vraiment ce qu'on pourrait lui demander, mais j'espère de tout cœur que c'est quelque chose qu'il apprécierait. Encore des questions? On a encore un peu de temps. Peut-être une question supplémentaire. On peut refaire des inspections si vous voulez. Ok. Quelqu'un va poser une question. Merci pour cette conférence. C'est peut-être très naïf ce que je vais demander, mais quel est le secret sur le spectre? Qu'est-ce qu'on peut apprendre du spectre? Je veux dire, c'est quand même pas la recette du Coca-Cola. Alors, ouais, faut que je revienne à des slides vraiment très loin.
Mais on pourrait dire, c'est quelque chose qu'on pourrait vraiment dire. Et d'ailleurs, on devrait le dire dans un contexte non militaire. Pourquoi est-ce que ça doit être secret? Ce serait tellement plus facile. C'est évident. Si on révèle le secret, on n'a pas à le protéger. Donc, ça vaut le coup de se poser la question, qu'est-ce qui doit vraiment rester secret? Et là, on est un peu au milieu, nous. On pense que ces 12 nombres, c'est à peu près au niveau où ces 12 nombres qui servent de modèle, on pourrait les publier. On n'a pas besoin de les protéger. Ça, ce serait significatif, ça serait une grosse avancée. Mais de manière générale, il y a quand même une certaine inquiétude de la part des puissances nucléaires qu'avec ce spectre, ou même une version simplifiée de ce spectre, on puisse apprendre des choses sur le design des armes nucléaires. Et bien sûr, en tant que puissance nucléaire, on n'a pas du tout envie que des ennemis puissent apprendre comment marchent nos armes nucléaires et trouvent une façon de les désactiver ou de les rendre moins efficaces. Donc moi, bien sûr, c'est pas mon opinion, mais il faut être réaliste, c'est quelque chose que les puissances nucléaires diront et ils investissent des millions de dollars dans des technologies pour protéger leurs secrets, parce qu'ils pensent que ça doit rester secret. Donc, cette question sur est-ce qu'on peut révéler le secret, je pense que c'est très important. Mais là, dans l'état actuel des choses, on n'a pas vraiment le choix. Si les États-Unis disent que cette chose, c'est un secret, on doit le traiter comme un secret. Alors, nous, on pense vraiment que si les pays acceptaient d'être un petit peu plus transparents sur certaines choses, ces procédés de vérification seraient beaucoup plus simples et beaucoup moins intrusifs. Mais de toute évidence, la recette du Coca-Cola reste très importante. Non, je plaisante. Donc, c'était la dernière question. On n'en a plus de temps, malheureusement. Mais tonnerre d'applaudissements pour Moritz et Alex. Voilà, c'était donc la traduction française par